Salam alaikum, Azul, bonsoir. Quand les généraux putschistes avaient décidé de lancer la sinistre opération terrorisme pédagogique, la machine de mort, pour retourner les Algériens contre le fils et convaincre, par la même occasion, les Occidentaux que l'interruption du processus électoral était donc justifiée. Ils avaient besoin, pour cela, d'islamistes forcenés, de prédicateurs haineux, de ces intégristes qui appelaient à la violence, à l'assassinat des membres des forces de sécurité, des journalistes et de tous les intellectuels qui avaient pris fait et cause pour le coup d'État. Les généraux qui avaient l'initiative et qui étaient au cœur de l'opération terrorisme pédagogique ont tout fait pour rendre très visibles et très audibles les islamistes qui appelaient à la violence. Et ils sont allés jusqu'à les financer, les doter en armement, en explosifs et plus encore, à les aider sur le terrain en créant des JIA, groupes islamistes armés maison, dont la mission a été de commettre des carnages, de mettre en condition les opinions publiques, intérieures et à l'international, que le fils et les islamistes en général étaient des assassins insolubles dans la démocratie et que par conséquent, l'interruption du processus électoral était donc impérative. Que les généraux qui en avaient pris la responsabilité avaient sauvé la République des griffes des hordes islamistes, comme on disait à l'époque. C'était cela, la stratégie, et c'était cela qu'il fallait obtenir. Et donc, pour les stratèges de la junte, le Mkhakh, il ne fallait surtout pas laisser s'exprimer les leaders du fils qui pouvaient appeler à la paix, à la négociation. Pour les généraux, le temps n'était pas encore à cela. Et il fallait absolument neutraliser quiconque pouvait susciter des initiatives d'apaisement. C'est pour cela que les chefs de la junte neutralisèrent d'une façon ou d'une autre tous les leaders islamistes qui pouvaient contrecarrer l'opération terrorisme pédagogique en les faisant assassiner, en les poussant à l'exil ou à monter au maquis, en les mettant au secret, en les faisant condamner à de lourdes peines de prison par une justice aux ordres. Dans le même temps que les médias, sous le contrôle du DRS, faisaient en sorte de conditionner les opinions publiques, de taire les vrais dessous de la violence, dans le même temps qu'ils attribuaient au fils tous les crimes qui avaient été planifiés dans les états-majors de la junte. Les carnages de population et l'assassinat de personnalités parmi les plus populaires, les plus aimés, les plus estimés des Algériens étaient les principaux supports du terrorisme pédagogique. Abdelkader Hachani, à l'instar d'autres leaders du fils, fut d'abord jeté en prison pour avoir appelé l'armée à défendre la volonté du peuple. Il est condamné à 5 ans de prison et on passera 5 ans et demi à la prison de Serkaji dans des conditions de détention plus que sadiques. Les 9 grèves de la faim qu'il entreprit pour dénoncer la torture qu'il subissait et les conditions qu'on lui faisait endurer furent passées sous silence par la presse. Or, à sa libération, il commit le crime impardonnable de chercher à ramener la paix. Il a commis le crime impardonnable de ne pas être devenu l'homme aigri et hargneux que ses geôliers auraient voulu qu'il devienne après une si atroce détention. Il développait et répandait un discours de paix. Il appelait à la paix et à la négociation entre toutes les parties. Et cela ne pouvait être toléré par des généraux qui avaient besoin de maintenir un climat de violence et de peur. Une junte qui avait accepté de faire élire Bouteflika, mais qui voulait continuer à donner le tempo. Et qui avait décidé que si réconciliation devait avoir, c'était à elle d'en décider les conditions, sans aucune négociation, sans avoir à rendre compte de quoi que ce soit, de quelque façon qu'il soit.
Bouteflika condamna l'assassinat de façon juste formelle. L'enquête fut bâclée, une personne fut arrêtée et condamnée à mort dans une parodie de justice. On ne sait toujours rien de ce qui s'est vraiment passé, sauf que presque personne en Algérie n'ignore qui sont les véritables commanditaires. Et tout le monde en Algérie sait comment les stratèges de la mort usent de tueurs imbéciles qui ne savent même pas qu'ils sont manipulés, qui ne savent pas qu'après leur forfait, ils seront jetés en pâture à la foule pour bien montrer que l'acte est isolé et qui n'a pas été commandité par qui on sait, comme cela s'est passé pour l'assassinat du président Boudiaf. Pour ceux qui doutent encore que l'assassinat d'Abdelkader Hachani a été commandité par la junte, il faut juste se rappeler que Hachani était sous surveillance policière depuis sa libération. Les policiers ne le quittaient pas des yeux une seule minute, même quand il était chez lui. Or, ce jour du 22 novembre à Bab el-Oued, alors qu'il était dans la salle d'attente de son dentiste, il n'y avait aucun policier aux alentours, ni en bas de l'immeuble, ni dans le quartier. Le tueur entra dans la salle d'attente et logea 2 balles froidement dans la nuque de Abdelkader Hachani avant de quitter les lieux sans se presser. Abdelkader Hachani avait commis 2 crimes impardonnables. Appelé à la paix en même temps qu'il s'opposait à la farce de la concorde civile de Bouteflika. La concorde civile qui devait mettre sur rail la charte scélérate de la réconciliation nationale, qui devait blanchir les généraux et leurs copains islamistes qui allaient descendre des maquis. Aujourd'hui, blackout total sur la commémoration de l'assassinat de Abdelkader Hachani. Aucun journal de la presse francophone algérienne n'a évoqué le sujet. Aucun journal de la presse francophone algérienne n'a évoqué cet événement. Aujourd'hui, enfin il y a 2 jours, la commémoration du 17e commémoration de l'assassinat de Abdelkader Hachani Rabbi Yarhamou. 17e anniversaire de l'assassinat de Abdelkader Hachani, c'est le titre de l'émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Tahar Sissenir, militant pour la démocratie. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci. 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 Alors, au téléphone depuis les États-Unis, Anwar Haddam, président du MLJS, Mourad Dina, membre fondateur de Rachad, Farhat Maghlaoui, ancien cadre du FIS. Mais avant de recevoir nos invités, nous allons regarder un petit extrait pour une petite présentation d'Abdelkader Hachani. Abdelkader Hachani, fils de Brahim Hachani, ancien combattant et le premier secrétaire national de l'Organisation des anciens Moudjahidines depuis l'indépendance. Abdelkader Hachani de El-Bahi est né en 1956 à Tamlouka, dans la wilaya de Guelma. Ingénieur en pétrochimie, il fait partie des 34 autres membres fondateurs du Front islamique du Salut, aux côtés de Abbassi Madani et Ali Belhadj. Le FIS devient le premier parti politique du pays en très peu de temps. Un parti qui avait fait sienne les aspirations islamisantes d'une partie de la société, mais qui surtout promettait de changer le régime. Une promesse qui allait lui coûter très cher. Après les arrestations de Belhadj et Madani en 1991, juin, Abdelkader est désigné par le congrès de Batna à la tête du comité exécutif du parti. Il est arrêté une première fois en septembre 1991 et emprisonné pendant 2 mois. Après l'interruption du processus électoral, le 22 janvier 1992, il est de nouveau arrêté et accusé d'avoir appelé les soldats à protéger le choix du peuple. Ceci a été interprété comme un appel à la sédition, puisque les putschistes considèrent leur personne comme étant l'Algérie.
et passe 5 longues années dans la prison de Serkaji, où rien ne lui sera épargné, ni la torture, ni l'isolement, ni les brimades, ni les difficultés qui seront faites à sa famille. Il est libéré en juin en 1997, 6 mois de plus que la peine infligée par la justice. Sa libération a eu lieu à quelques jours d'intervalle avec celle de Abbassi Madani. Abdelkader Hachani a été assassiné à Alger le 22 novembre 1999 à l'âge de 43 ans. Allah yarhamou. Il est absolument exclu que l'on n'ait pas la majorité si ces élections vont être propres et honnêtes. Alors, Tahar Sisserir, d'abord, toute la presse francophone algérienne, curieusement, hein, c'est-à-dire moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas eu une seule exception. Toute la presse connue, la presse grand public, les grands titres de la presse algérienne, il n'y en a pas un seul, sauf si je ne me trompe, ou sauf si nous tous dans la rédaction n'avons pas trouvé, aucun article n'a fait le plus petit entrefilet sur la commémoration de l'assassinat d'Abdelkader Hachani. Ce matin, j'ai fait le tour en fait des journaux. Effectivement, j'ai pas vu. J'ai lu en fait 2 ou 3 journaux, donc j'ai pas vu un article en fait qui parlait de Hachani. Tout simplement parce que c'est un homme de paix. Donc un homme de paix. Moi, je veux souligner un point qui est important pour moi parce que lui parlait aussi en fait il a appelé en fait les militants de FIS de ne pas répondre par la violence, d'opter plutôt pour un jeûne ou faire un peu plus de prière pour éviter en fait l'affrontement. Donc je pense que c'est une leçon de paix, c'est une leçon en fait à ce pouvoir autoritaire, à ces militaires qui ne savent rien faire à part la violence contre le peuple. Et la presse n'en est pas à son premier coup, puisque quand il était en prison, il a fait 9 fois la grève pour dénoncer ce qu'il subissait de torture, d'humiliation, de brimade. On empêchait sa famille de le voir normalement. On allait jusqu'à chez lui pour brimer sa famille, puis on lui faisait savoir pour le torturer de façon morale. Et pas une fois la presse comme on la connaît, la presse éradicatrice, qui s'était spécialisée dans cette attitude, n'a fait état de la grande souffrance qu'il a. Pourtant, tout le monde, et moi je suis journaliste, je sais un peu de quoi je parle, de la presse écrite, tout le monde au sein de la presse algérienne sait que Abdelkader Hachani est un homme de paix. Je sais que en fait, la presse algérienne est issue en fait, de l'argent sale qui est volé par les généraux décideurs, donc ils ne peuvent pas faire en fait le choix eux-mêmes en fait sur les articles. Donc je pense que le choix est fait par leur chef. Donc et les chefs n'accepteraient jamais en fait de voir sur la presse algérienne en fait la vérité, parce que il s'agit de la vérité. À la base, même les journalistes eux-mêmes, ils vont imposer de dire en fait la vérité parce que c'est l'éthique. Par contre, quand on fait un petit peu un retour en arrière, donc les gens qui ont fait un coup d'État, bon, pas un coup d'État, 3 coups d'État, parce que le coup d'État a commencé en 90, juin 90, contre le gouvernement de Hamrouch, ensuite février 92, 11 et le dernier 92. Que les généraux veulent nous imposer, en fait, c'est le 11 janvier 92. Donc il y avait 3 coups d'État, en fait. Donc eux, ils veulent, jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas en fait reconnaître que ce coup d'État, c'est une violence contre le peuple. Donc ils veulent nous imposer cette logique qui disait que on était là pour sauver le peuple. Sauver la République, les sauveurs de la République, la famille qui avance, le rempart contre les hordes hurlantes, etc. Alors, nous avons au téléphone Anwar Haddam qui est avec nous depuis les États-Unis. Salam alaikum. Alaikum salam, Alembek. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, pour vous-même. Anwar Haddam, vous avez connu Abdelkader Hachani de très près? Enfin, oui, pas de très près, mais bien sûr, je le connais. Oui. Vous pourriez nous le décrire, nous parler un peu de sa personnalité,
de ses rêves, de ce qu'il voulait pour ce pays? Justement, moi je pense que vous allez avoir, je pense que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont parler sur sa personne, sa personnalité. Allah yarhamou, nous prions Dieu pour qu'il l'accepte parmi les martyrs. Mais je voudrais, si vous permettez, que mon intervention se focalise sur ce qu'il représente. Non pas sur ce qu'il représentait, mais sur ce qu'il représente effectivement, Abdelkader Hachani, Allah yarhamou. Et c'est pour cela peut-être qu'il y a motif que toute la presse n'en parle point sur cet épisode et sur ce leader algérien, avant qu'il ne soit leader du fils. Abdelkader Hachani représente la génération d'après l'indépendance. Cette génération d'intellectuels issus de la mouvance islamique, oui, il y a des intellectuels dans la mouvance islamique, n'en déplaise à certains, et qui étaient pris de nationalisme. C'était notre génération-là, nous voulions participer à l'édification de notre pays. Nous sommes tous nés après le déclenchement au moins de la guerre de libération, ou bien après l'indépendance. Et nous voulions participer à l'édification de ce pays, et on a été empêchés. C'est ça, Abdelkader Hachani. Oui, il a été l'un des leaders du FIS, et plus précisément l'un des fondateurs de la ligne originelle du FIS, le Khat al-Asil al-Jabari Islamique, qui a été créé juste après le coup d'État, en contrepartie à ce fils dont le pouvoir voulait imposer un certain leadership qui épousait ses idées du pouvoir. Donc, mais l'essentiel, il faut comprendre, pour la nouvelle génération, pour les jeunes, il faut qu'ils comprennent cela. Avant tout, nous faisons partie de la génération d'après l'indépendance, et nous voulions participer à l'édification de ce pays. Et bien sûr, parce que c'est normal, c'est les faits sont là, que nous sommes du parti de la majorité dans le temps. Mais l'essentiel, c'était ça. C'était pas parce qu'il était islamique, mais c'est parce qu'il était un nationaliste et qui voulait participer à l'édification du pays. Et c'est ça qu'on a... Donc le coup d'État, c'est ça. Le coup d'État militaire de janvier 92, c'était contre ce choix du peuple. C'était contre ce choix du peuple. Et c'est ce qui le différencie des différents coups d'État, parce que chacun a ses lectures les uns et les autres. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais pour ce qui est Hachani, c'est ça, c'est qu'il a représenté ce hope, représenté cette Amal qui était parmi cette nouvelle génération, où jusqu'à présent nous continuons, Inch'Allah, dans sa lignée. Mais Anwar Addam, est-ce qu'il n'est pas dans la tradition de ce régime, dans son essence profonde, dans son disque dur, comme on dit aujourd'hui, de régler les problèmes politiques par l'assassinat, la liquidation physique? Comme cela s'est fait bien avant l'indépendance d'ailleurs. Baramdan, tous les grands révolutionnaires, tous les grands leaders qui ont été liquidés, puis après le coup d'État de l'armée des frontières, et puis après le coup d'État de Boumediene, en liquidant le Shabani, en liquidant Karim Belkacem, Khayder, et tant de gens honnêtes qui aimaient ce pays, qui voulaient s'opposer à ce régime qui a fait main basse sur la souveraineté confisquée des Algériens, et qui tous ont été liquidés de façon violente. Est-ce que Shabani, nous pouvons l'inscrire dans cette longue lignée de liquidation physique, de liquidation politique? En effet, parce que ce pouvoir en place à Alger, durant la guerre de libération, c'était le grand débat qui... et comme Ben Nabil disait, lorsque certains, lorsqu'ils sont courts d'arguments, ils recourent à la violence, malheureusement. Donc il y a cet aspect. Mais moi, je voulais, si vous le permettez, parce que c'est essentiel, c'est une occasion, en rendant hommage à Hachani actuellement,
Nous rendons hommage à cette génération d'après l'indépendance. Et aussi, deuxième point que je voulais, et ça rentre dans cet hommage, c'est que n'en déplaise à certains, le mouvement islamique en général en Algérie, il fait partie de cette jeunesse. Et nous ne disons pas que nous étions les seuls à vouloir bâtir notre pays. Nous, au contraire, et c'est l'un des aspects de Hachani, de sa personnalité, c'est d'être prêt à travailler, à accepter la diversité au sein de la société algérienne. Donc ça aussi, c'est un point essentiel. Mais pour ceux qui essayent de dire que, qui essayent de dire que, par exemple, la mouvement islamique, elle vient de je ne sais où, elle fait partie de la société algérienne. Et elle fait partie de ce mouvement qui voulait bâtir l'Algérie dans sa diversité. Ça aussi, c'est un point essentiel. Et rares sont les leaders algériens, de toutes tendances confondues, qui sont actuellement prêts à travailler dans cette diversité. Restez avec nous, Anwar Addam, je reviens à vous dans un petit moment. Merci. Merci. Farhat Maghlaoui, vous êtes avec nous? Farhat Maghlaoui. Allô, oui, je vous entends. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. C'est moi qui vous remercie, Jamal Din. Merci. Alors, Farhat Maghlaoui, d'abord une petite réaction sur ce blackout de la presse francophone algérienne. Je ne sais pas si c'est le cas aussi dans la presse arabophone. Je vous entends très mal, Jamal Din, je vous entends très mal. Ah, c'est un souci. Alors, et là, vous m'entendez mieux? Un petit peu mieux, oui. J'espère que vous allez m'entendre. D'abord, votre réaction au sujet du blackout de la presse francophone algérienne sur cette commémoration. Pas un mot, pas une ligne. Oui. Je voudrais d'abord, Jamal apporter un rectificatif. Oui. Sur ma présentation. Moi, je ne suis pas un ancien cadre du FIS, je suis un cadre du FIS. D'ailleurs, je suis l'un de ceux qui ont participé hier à la conférence sur les assassinats politiques. D'accord, très bien. Très bien. C'est une j'allais dire une précision qui vaut ce qu'elle vaut. Vous êtes en train de nous dire que le FIS est toujours actif et qu'il tient toujours des réunions et qu'il est toujours actif. Absolument. Très bien. Absolument, Jamal Din. Très bien. Je vous en prie, alors. Oui. Votre question, voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Alors, la question, c'est pourquoi la presse ne parle pas de Hachani? Pendant les années 200, on comprend. C'était des journaux qui étaient engagés, éradicateurs, ils étaient dans un camp. C'est un secret pour personne, d'ailleurs. Je n'insulte personne en disant cela. Ils avaient choisi un camp et ils ne faisaient plus de presse, ils faisaient une sorte je ne sais pas comment dire. Mais là, en l'occurrence, à un moment, il faut appeler à la paix, où il faut essayer de rassembler les Algériens, quels qu'ils soient et de quelque courant qu'ils soient. Je crois que le minimum aurait été de passer un petit entrefilet pour rappeler seulement que cet homme a été assassiné alors qu'il était encore jeune, que c'était un homme de paix qui appelait à la paix, qui avait très chèrement payé son engagement, qui était un démocrate convaincu, qui était très tolérant, et donc pas une ligne, pas un mot. Bon, écoutez, Jamal Din, il n'est un secret pour personne que le pouvoir totalitaire qui est le nôtre, il a toujours cultivé la politique de l'oubli. Le pouvoir a toujours ignoré superbement ceux qui ont lutté pour la liberté de ce pays. Il l'a toujours fait. Donc, il n'est pas étonnant qu'il reste dans cette logique. C'est pour ça que cette presse qui n'est d'ailleurs pas un secret, est toujours à la source du pouvoir. Vous savez très bien le pouvoir, il la tient. Il la tient par la force, il la tient par l'appâtement, par l'argent, par la publicité. Donc, c'est une presse ou pas.
Et cette principale, elle est obligée de suivre la voie de son maître, c'est-à-dire de faire le blackout sur tout ce qui peut toucher la mémoire du peuple et le rappeler qu'il y a eu des hommes à travers son histoire qui ont lutté pour sa liberté, qui ont lutté pour son indépendance confisquée, comme le disait si bien Farhat Abbas. Farhat Mghlaoui, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelque chose? Alors, depuis qu'il était sorti de prison, Abdelkader Hachani, en 1997, jusqu'au jour de son assassinat, la police, de l'avis de tous ceux qui en sont témoins, qui ont vu de leurs propres yeux, de ses voisins, de ses amis, y compris de ses ennemis, des journalistes, de l'avis de tout le monde, jamais la surveillance de Hachani ne s'est relâchée, ne serait-ce qu'une minute. Il était tout le temps accompagné, comme aujourd'hui Ali Belhaj par exemple. Il était tout le temps accompagné par la police qui allait où il allait, qui le surveillait, qui interpellait même les gens qui lui parlaient pour leur faire des interrogatoires et qui dormaient en bas de son logement. Ils étaient toujours présents à côté, au moins une voiture de policiers. Donc il ne le quittait jamais. Et le jour de son assassinat, curieusement, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était ni là où il était, c'est-à-dire chez le dentiste, ni devant la porte du dentiste, ni en bas de l'immeuble, ni dans le quartier. Rien. Pas un seul policier. Comment vous expliquez ça? Écoutez, Jean-Marc, moi personnellement, je peux en témoigner. J'ai été un témoin oculaire que ces séances policières étaient appliquées 24 heures sur 24. Même nous, les militants qui devaient le rencontrer, on avait d'énormes difficultés à le rencontrer et à nous réunir avec lui dans l'action qu'il menait pour proposer au pouvoir une sortie de crise hautement politique et qui occultait la solution sécuritaire choisie par le pouvoir. Donc cette mesure policière était insuffisante et il est arrivé un jour et c'est même plein au ministre de l'Intérieur de l'époque, il avait écrit une lettre sur cette surveillance et puis le dérangeait à la fin parce que vraiment c'était insupportable. Donc ce qu'on peut dire c'est que cette surveillance c'était pas pour le protéger, mais c'était plutôt pour préparer son assassinat. C'est ce qu'on peut le dire. Restez avec nous, Farhat Mghlaoui. J'accueille à présent Mourad Dena. Mourad Dena n'est pas encore avec nous. Je reviens à vous, Tahar Serir. On dit, moi je n'en suis pas sûr, mais on le répète, et beaucoup de gens le disent, y compris des gens qui sont très proches de Hachani. On dit qu'il aurait été approché lors des contacts entre Ismail Ammari et les leaders de l'AIS, notamment Madani Mzarak. Ses fameuses approches pour faire descendre l'AIS du maquis et donc une paix séparée en quelque sorte. Et donc Hachani aurait été approché pour y participer. Il aurait dit non, rien ne peut se faire sans le fils en tant que parti politique, en tant que parti impliqué, partie prenante, et rien ne peut se faire dans un tel cafouillage. Il faut que ce soit clair, il faut associer d'autres partis qui étaient là au moment de l'interruption du processus électoral. Il a dit ça. Et l'autre chose, on dit aussi qu'il était contre la concorde civile de Bouteflika, et il savait qu'après la concorde civile allait venir, qu'il n'était qu'une plateforme des rails pour préparer la fameuse charte pour la réconciliation nationale, qui était destinée à laver, blanchir tous les criminels, qu'ils soient islamistes ou putschistes. Est-ce que vous avez eu vent de ce... Effectivement, le problème, c'est un problème politique. Il devrait se régler en fait d'une manière politique. Donc, comme eux, ils ont l'habitude en fait de régler les problèmes d'une manière violente. Donc, parce que c'est à eux de faire la paix, c'est à eux de faire le chaos, c'est à eux en fait de
fabriquer des histoires, parce qu'on le sait bien qu'au sein même du FIS, on a réussi en fait à infiltrer en fait le mouvement. Il y avait Merani, il y avait Bachir Lefkih, il y avait en fait des éléments de DRS à l'intérieur en fait du parti, et ils étaient cadres. Ils avaient en fait le pouvoir à l'intérieur dans le but de contrôler l'appareil, d'empêcher en fait les gens qui étaient influents à l'intérieur de FIS en fait d'exprimer leur envie en fait d'instaurer une certaine paix, et d'orienter le parti plutôt vers une sortie plus honorable que ce que les généraux nous ont proposé. Marani a fini ministre, je crois. Voilà, donc la preuve, la plupart en fait, ils étaient avec le pouvoir par la suite. Donc eux, ils voulaient justifier en fait leur code d'État parce que on aurait pu, même si, parce que eux, ils disaient que si le FIS gagne, c'est la fin du monde. Comme si le président n'a pas le pouvoir en fait de demander une autre élection si jamais les députés ne respectent pas en fait la Constitution. Donc il y avait une solution entre les mains, parce que et eux justement ils ont opté pour une autre solution, la solution violente, parce que ils ont poussé Chadli à quitter en fait le pouvoir. Comme ça, ils auraient la possibilité en fait de dire voilà, nous, on n'a pas violé en fait la Constitution. Donc, c'est Chadli qui est parti, qui a quitté en fait le pouvoir. Donc, on a en fait, on a la légitimité en fait de mener notre code d'État jusqu'au bout. Donc, je pense que le fait en fait de pousser le président de la République a quitté, ou le responsable d'État, parce que moi, je n'ai pas un président, de quitter en fait son poste pour justifier en fait le coup d'État, c'est là la première violence, et c'est là que ça a commencé en fait, qui ont commencé en fait à... Oui, mais quand Hachani a refusé de participer, on laisse au conditionnel jusqu'à ce qu'on nous confirme, il aurait refusé de participer aux négociations entre Ismaïl Lamari et Madani Mezrag, et il aurait déclaré qu'il était opposé à la concorde. Là, ce n'est pas le conditionnel, là c'est sûr. Il a déclaré qu'il était opposé à la concorde civile de Bouteflika, et donc par logique qu'il sera opposé à la charte des réconciliations nationales. Est-ce que ce n'est pas ça qui a signé son arrêt de mort? En fait, bon, je pense que ce qui a signé en fait son arrêt de mort, c'est le fait d'être en fait tolérant, c'est le fait de choisir en fait la paix, parce que eux, ils savent gérer en fait le chaos. Donc, je l'ai dit en fait quand on a discuté en fait de la naissance de l'oligarchie d'Alger, ou d'un pouvoir féodo-vassalique d'Alger il y a un mois. Eux, ils vivent, c'est comme un virus. Ils préfèrent vivre en fait dans les milieux malsains. C'est là qu'ils ont les moyens d'intervenir, de faire les magouilles, d'assassiner, d'éliminer en fait leurs opposants, d'émerger en fait les plus violents comme eux, pour montrer que c'est un monstre. On ne peut pas y aller à la démocratie, parce que la démocratie menace plus en fait leurs intérêts et leur pouvoir. Donc je pense que la stratégie est claire. Donc ils l'ont assassiné tout simplement pour montrer que au sein du FIS, il n'y a pas un homme de paix. Voilà, donc, bien sûr, pour passer la charte, pour laver les mains des gens qui ont assassiné, qui ont volé, qui ont dégradé en fait notre pays, les gens qui en fait pendant des années ils faisaient du mal au peuple algérien, qui ont fait pas mal de choses pour reculer en fait le pays sur tous les plans, économiques, social. Donc je pense que l'objectif, c'est plutôt ça. Restez avec nous. Anwar Haddam, vous êtes avec nous, Anwar Haddam? Anwar Haddam? Je vous écoute. Anwar Haddam, Abdelkader Hachani, Rabbi Yarhamou, il était jeune, il avait à peine 35 ans, diplômé, ingénieur en pétrochimie, il aurait pu travailler dans les pays du Golfe, faire fortune, très intelligent, bilingue, trilingue, nous dit-on, trilingue, très cultivé,
tolérant, charmant garçon, qui aimait les gens, qui était humain, qui était apprécié, estimé dans son milieu professionnel, dans son milieu de voisinage, un peu partout par les gens. Et aujourd'hui, plusieurs années, 17 ans plus tard, après son assassinat, les gens continuent de dire beaucoup de bien de lui. Et en face de lui, des septuagénaires, des sexagénaires, des voraces, voleurs, assassins de masse, qui ne reculent devant rien, dont on sait aujourd'hui avec le recul. Parce qu'à l'époque, on disait non, non, c'est des sauveurs de la République. Mais aujourd'hui, avec du recul, on sait qu'ils sont presque tous milliardaires, qu'ils ont dévasté ce pays, qu'ils l'ont pillé, qu'ils ont assassiné des gens, y compris des témoignages venant de leur propre camp. Donc, à votre avis, est-ce que les deux profils sont incompatibles, que l'un devait supprimer l'autre, et donc forcément que les généraux devaient supprimer, liquider ce jeune homme plein de promesses? C'est une bonne question, je voudrais bien vous répondre, mais si vous permettez, parce que je voudrais contribuer à expliquer la position de Hachani Rahmatullah alayhi, parce que étant dans le temps l'un des leaders du fils je connais très bien sa position, que nous avons tous partagée. Dans le temps, je parle du fils, la ligne originale, pas du fils de votre geste est en train il a bien expliqué il y avait des infiltrés, etc. Donc la position d'Abdelkader Hachani, la position du fils, Anwar Abdem, je me permets de vous interrompre parce qu'on n'arrive pas à joindre Mourad Dehna et que c'est lui qui vient de nous appeler depuis son propre téléphone. Restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Parce que nous n'arrivons pas à le joindre depuis tout à l'heure. Mourad Dehna, merci d'être avec nous. Mourad Dehna. Oui, salam alaikum. Salam alaikum, Mourad. Marhaba, Alors, Mourad Dehna, pour aller directement au but, je viens de poser la question à Tahar Sisrir. Est-ce que Hachani a signé son arrêt de mort lorsqu'il a refusé de participer aux discussions entre l'AIS et Général Smaïn Al-Ammari, dans le même temps qu'il ne voulait pas adhérer à l'initiative dite de Bouteflika sur la concorde civile, qui était là pour préparer la fameuse charte pour la réconciliation nationale qui n'avait pas encore vu le jour. D'après vous, est-ce que le fait de refuser lui a valu d'être condamné à mort? Écoutez, donc, c'est important de parler de Abdelkader Hachani ce soir, d'abord pour lui rendre hommage, aussi pour montrer une solidarité envers sa famille qui a vécu un drame énorme au niveau familial, donc il faut qu'il ait notre compassion. L'assassinat de Abdelkader Hachani sur un plan politique est défini d'une façon très claire. C'est ce qu'on appelle un politicide. C'est-à-dire que Hachani a été assassiné pour une raison politique. Donc il faut être donc très clair là-dessus. Il y a énormément d'éléments, je ne vais pas les répéter, vous les avez longuement discutés. J'ajouterai juste certaines précisions sur le fait qu'en revenant à l'arrêt même donc lors du jugement de l'assassin présumé Fouad Boulemia, plusieurs témoins avaient dit qu'il y avait, pendant que Abdelkader Hachani était dans le cabinet dentaire, un véhicule de service de sécurité qui surveillait le cabinet dentaire. Donc, même pendant l'assassinat, il y avait surveillance. Donc, c'est un fait établi. On le retrouve dans le jugement qui a été rendu. Une autre chose, concernant aussi, encore une fois, l'assassin présumé, on a essayé de faire taire certaines vérités qui sont les suivantes. Il a, pendant le procès, il s'est rétracté, pour être très clair, et il a été le premier, je le rappelle, à citer le nom du général Toufiq, et c'était à cette époque-là, c'était la première fois qu'on avait entendu dire, selon les termes de Fouad Boulemia, que Toufiq s'était présenté à lui en le menaçant et lui disant « Ana Rabb Djaïr ».
C'était la première fois qu'on entendait ce mot-là. Alors bien évidemment, moi, en tant que personne politique aujourd'hui, je me sens un peu mal à l'aise de lyncher encore du général Tawfiq une fois qu'il est à terre. Nous l'avons fait d'une façon claire quand il était au pouvoir pour des raisons évidentes. Je passerai donc sur ce point-là. Une autre chose importante, c'est que Fouad Boulemia, après avoir été condamné à mort, donc on lui a fait porter tout le crime à lui tout seul, il a été relâché de prison en 2006 dans le cadre de la réconciliation nationale version Bouteflika et après avoir été, s'il vous plaît, condamné aussi pour sa participation présumée au massacre de Bentalha. Donc en contradiction même avec les termes de leur réconciliation nationale. Et en opposition à tout cela, vous verrez que des personnalités, ou bien des personnes, des militants tout simples du FIS, je citerai un exemple qu'on voudrait faire taire les tenants de ce pouvoir encore aujourd'hui, le cas de Jamal Askari, qui est encore détenu. Lui n'a fait sauter ni une bombe, ni n'a tué de personnes dans des assassinats ou ni dans des massacres. Je pense qu'il y a un problème. Et ce à quoi je veux venir ce soir, c'est que Abdelkader Hachani avait une ligne politique claire. Il s'est opposé politiquement au plan appelé à l'époque Concorde civile, qui est devenu Réconciliation nationale et qui a été le cheval de bataille, si vous voulez, la grande fête que vous voulez organiser Bouteflika pour l'Algérie. Il l'a refusé et je pense que c'est à ce moment qu'il a effectivement été décidé à très haut niveau de l'État. Donc c'est un crime d'État pour moi qui ne fait aucun doute. Il suffit de relire les pièces qui sont encore disponibles sur le jugement de Fouad Boulemia pour se rendre compte qu'il y a en fait tout un faisceau, non pas d'indices mais de preuves qui montrent que ceci a été décidé. Il est tout à fait possible, en fait il est vraisemblable qu'on ait utilisé Fouad Boulemia, membre du GIA, faux infiltré ou comme vous voulez, qu'on l'ait amené à cette situation pour faire la sale besogne, ça c'est tout à fait plausible. Mais le commanditaire du crime politique, je pense que sur ce plan, il ne fait aucun doute. Et aujourd'hui même encore, donc il y a des personnes au haut sommet de l'État, comme Tawfiq, comme Bouteflika lui-même, qui ont un devoir de parler là-dessus. Parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, ils ont quelque chose à voir dans ce crime d'État. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, il y a encore un silence. Est-ce qu'il y a une et que c'est là le problème politique qui persiste de nos jours. Mourad Dena, est-ce qu'il y a une possibilité juridique, politique, morale, je ne sais pas, de ne pas laisser passer ce crime, cet assassinat politique, ce politicide, comme vous dites, en pertes et profits? Est-ce qu'il n'y a pas possible de le faire ramener sur la scène politique, sur la scène publique, pour essayer d'en savoir plus, pour essayer de faire la lumière sur les conditions qui ont précédé, qui ont suivi son assassinat? Absolument, absolument, Jamaldine. Je pense que là, vous posez le problème central. Parce que là, il faut être clair, on parle de politique aujourd'hui. On a tous parlé du drame humain, des qualités reconnues, et puis des fois, et bien sûr, les gens se trouvent plus à l'aise de parler des qualités des personnes une fois qu'elles sont décédées. Moi, j'ai connu Abdelkader Hachani quelques mois à travers le téléphone, quelques mois après sa libération, en 97 et 99, sur plusieurs projets sur lesquels on travaille ensemble, entre autres à l'époque le congrès du FIS, et j'ai été clairement satisfait de la vision politique réaliste, rationnelle, nationaliste, il ne faut pas l'oublier, de Hachani qui cherchait une solution pour ce pays. On savait très bien que ça pouvait lui coûter cher, il en était conscient. Donc c'est quelqu'un qui était conscient de ses actes, qui savait que le prix qu'il allait devoir payer serait très coûteux. Et en arrivant au jour d'aujourd'hui, je pense que la question de base qui se pose, et c'est pour ça que j'ai invoqué aujourd'hui aussi le cas de quelqu'un comme Jamal Askari, c'est que d'un côté Bouteflika se pose en champion de la réconciliation, d'une vision de paix pour l'Algérie, soit. Comment explique-t-il
qu'il n'ait rien fait dans sa position. Et moi, je suis de ceux qui pensent que Bouteflika est encore actif. Je ne pense pas et je ne crois pas à la thèse de ceux qui veulent le dédouaner, dire qu'il est malade, il fait rien. Non, pour moi, il est là, il est président de fait ou de juré comme on veut, mais il est là. Il se pose la question, c'est que pourquoi n'a-t-il rien fait pour essayer déjà de rendre hommage à Abdelkader Hachani, de comprendre la démarche politique d'Abdelkader Hachani, alors que tout indique qu'il s'opposait à cette démarche, Bouteflika lui-même, et qu'il s'oppose à tous ceux des enfants nobles de l'Algérie. Jamal Askari, je le rappelle, c'est le fils d'un des chefs historiques de la révolution algérienne. Amara al-Askari ou Amara Bouglaz était une personnalité éminente de la première heure de la révolution algérienne, tout comme d'ailleurs le père de Abdelkader Lahmoud. Donc on parle de personnes qui ont vraiment un lien très fort avec l'Algérie et que je ne peux pas concevoir une réconciliation, une sortie politique de la crise algérienne en faisant, comme vous l'avez si bien dit, rentrer des gens comme Abdelkader Hachani dans le cadre d'un simple compte perte et profit oublions, comme aimait bien le dire Bouteflika quand il pouvait parler à l'époque. Non, il ne faut pas oublier, le problème politique est entier, nous l'avons dit et redit, il s'est perpétué, c'est la ligne politique du clan qui dirige l'Algérie depuis avant l'indépendance, c'est-à-dire l'assassinat politique, la magouille politique, la falsification et faire miroiter des rêves mirobolants qui n'ont pas d'issue pour le peuple algérien et qui se répercutent sur le quotidien des Algériens jusqu'à ce jour. Morad Dena, merci infiniment. Je suis obligé de vous interrompre, il n'y a plus beaucoup de temps. Je suis obligé de vous interrompre. Morad Dena, merci beaucoup. Je reviens à Anwar Haddam pour lui permettre de continuer ce qu'il disait avant de revenir à Farhat Maghlaoui et de conclure. Anwar Haddam. Oui. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je partage les vidéos de l'homme. C'est ça justement, moi je voulais faire une petite clarification qui est, à mon avis, très très importante, parce qu'il faut mettre un terme à ça. Premièrement, Hachani ne voulait pas participer à la magouille entre Ismaël Amari et ce type de l'AIS, parce que il a bien dit dans l'un de ses interviews que le fils ne reconnaît pas l'AIS en tant que branche armée. Et ça, c'était très important. Il a bien dit clairement, explicitement, exprimant le point de vue de tout le leadership du fils. Ça, c'était un point. Et c'était le DRF qui voulait faire passer l'idée que l'AIS est une branche armée du fils afin qu'il commence à négocier ou magouiller avec eux. Et deuxièmement, lui, il disait que c'était une solution politique, la crise était politique, et donc il fallait une solution politique. Donc il y avait une négociation, vraiment, il devait se faire, au moins avec le leadership du FIS, en tant que parti politique, sinon avec toute la classe politique algérienne. Et troisièmement, c'est la même conclusion, c'est que lui, il rejetait la magouille qui se faisait autour de la Concorde, etc., mais il était pour une véritable réconciliation nationale. Il a bien dit plusieurs fois, et c'était ça, nous voulions tous qu'il y ait une solution politique et pacifique à la crise algérienne, mais que lui ne voulait pas cette moutalaha qui était concoctée. Merci Anwar Haddam, obligé de vous interrompre malheureusement. Merci beaucoup. Je reviens à Farhat Maghlaoui. Farhat Maghlaoui, qu'est-ce que vous pourriez commenter de ce que vous venez d'entendre? Farhat Maghlaoui? Est-ce que Farhat Maghlaoui est avec nous, s'il vous plaît? Je crois qu'on l'a perdu. Donc je reviens à Tahar Sisrir. Vous avez vu, hein, généralement, on se précipite pour entrer dans des niches que nous ont façonnées les tenants du pouvoir, les faiseurs d'opinion, pour faire feu de tout bois contre quoi que ce soit qui est pour non-islamisme, quoi que ce soit qui soit représenté par des gens qui se revendiquent
en plein jour de cette mouvance. Et vous avez entendu Anwar Haddam et Mourad Dehna et Farhat Maghlaoui, qui tous trois sont très raisonnables, qui sont en train de, non pas de faire étalage de quoi que ce soit, mais de dire ce qu'ils pensent, de dire leurs convictions, d'essayer d'expliquer les phénomènes. Et personnellement, je suis vraiment en admiration devant tant de tolérance, devant tant de, comment dire, de bienveillance, après tout ce qu'ils ont souffert, après tout ce qu'on leur a fait endurer, après l'exil amer dans lequel ils ont été précipités, ou les prisons, ou les camps du Sud. Et vous les avez entendus parler. Moi, personnellement, ce que je ne comprends pas, parce que les démocrates, ils disent on veut la démocratie, mais il faut supprimer une partie des Algériens. C'est ça ce qui est dangereux, parce que... Les démocrates ou les pseudo-démocrates? Pseudo-démocrates, parce qu'ils étaient tous des sous-traitants de pouvoir réel, parce que eux, c'est la sous-traitance, il faut la faire d'une manière loyale. Donc, je pense que voilà, même si on ne partage pas la manière d'instaurer la démocratie en Algérie, on doit quand même partager en fait ou dénoncer en fait l'injustice, parce que l'injustice, qu'elle soit contre un démocrate ou qu'elle soit contre un islamiste ou contre un adversaire politique, on ne doit pas fermer les yeux comme si on n'a pas vu, tout simplement parce que ce n'est pas quelqu'un de notre camp. Donc je pense que moi, peut-être c'est pas le même moyen que j'imagine, en fait, c'est pas mon imagination, en fait, où je ne partage pas peut-être beaucoup de choses avec les militants de FIS, mais je ne peux pas fermer les yeux quand il s'agit d'une injustice. Voilà, moi, je suis plutôt socialiste, je suis un homme de gauche, mais voilà, mais quand il s'agit en fait d'un assassinat politique, on ne peut pas l'appeler autrement, on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas faire un blackout comme ils l'ont fait nous journalistes. Merci Tahar Sisri. Merci à vous. Merci Anwar Haddam, merci Mourad Dehna, merci Farhat Maghlaoui que nous n'avons pas pu joindre de nouveau. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'aimerais vous dire avant de vous quitter que si El Magharibiya met un point d'honneur à commémorer des tragédies de ce genre qui ont eu lieu contre les uns et les autres, de commémorer ces assassinats politiques ou voire même des décès qui sont déroulés le plus naturellement possible, j'allais dire, c'est parce que nous ne voulons plus que une telle violence se reproduise, que de telles manipulations puissent se concocter et se commettre contre le droit des gens, contre la sécurité des gens, contre la dignité des gens. Et j'espère que nous tous, et le régime surtout, auront tiré les leçons qui s'imposent, et j'espère que justice sera faite. Merci beaucoup. Bqaw ala khair, bislama.